Parce qu'en vérité, il n'y a pas de bon âge. Il y a seulement celui où on décide d'arrêter, de nous excuser d'être nous-mêmes. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Pour faire suite à notre épisode d'hier, j'avais envie de revenir sur cette question de l'agisme et j'avais envie de le faire de manière assez personnelle ou assez... de toute façon, tout ce que je vous dis ici est assez personnel, mais j'avais envie de vous parler un peu de ma trajectoire et de comment cette histoire d'agisme a tout à coup surgi dans ma vie alors que j'imaginais pas être atteinte par ce genre de dossier, ce genre de manière de nous stigmatiser ou de nous mettre dans des cases. Depuis le début de ma vie, tous ces moments clés où les femmes sont enfermées dans des attentes sociétales m'ont totalement échappé. Depuis toute petite, je dis que je veux pas d'enfants. Depuis toute petite, je dis que j'ai aucune envie de me marier. Depuis toute petite, je dis que j'aurai jamais de sorbetière dans mon armoire de cuisine. Et en fait, j'ai tenu toutes ces promesses-là. Ce qui fait qu'au moment où je suis entrée en âge de pouvoir éventuellement procréer, je n'ai jamais entendu les messages qui me disaient que c'était pas OK, qui me disaient « Ah, mais alors on attend vraiment, bien sûr, que tu tombes enceinte et que tu nous fasses des enfants. » Toutes ces discussions-là, tous ces échanges, toutes ces pressions qui sont souvent vécues comme des pressions, moi, ça m'a totalement échappé. Il y a une fois, dans une rencontre de famille, parce que vous savez, dans les rencontres de famille, on rencontre toujours des gens qu'en fait, c'est pas totalement le hasard qu'on les fréquente pas le reste de l'année. Et donc, il y avait parmi toutes les personnes qui étaient présentes une de mes tantes éloignée, c'est pas une tante directe, mais enfin bref, elle fait partie visiblement d'une branche de ma famille. Et au moment où j'allais au buffet de dessert pour aller chercher un truc pour combler ce repas déjà gargantuesque, j'ai croisé un enfant qui jouait là avec une brouette par terre, etc. Et je me suis arrêtée pour lui faire un petit signe. Et elle est passée à côté de moi à ce moment-là, cette fameuse tante éloignée, et elle a dit « Ah, un désir d'enfant ?» Et j'ai failli me retourner et y mettre une claque. Et comme je suis une fille quand même à peu près civilisée, à qui on a appris quelques bonnes manières, j'ai pas fait ça. Je me suis retenue. Mais je m'en suis voulu pendant des jours de ne pas avoir su quoi lui répondre. Et je me souviens d'une amie à qui j'en avais parlé de ce truc-là. Et elle m'avait dit, t'aurais dû te retourner vers elle et t'aurais dû lui dire « Non, je suis stérile » et partir avec ton gâteau au chocolat dans la main. Et je regretterai toute ma vie de ne pas avoir fait ça, tellement ça aurait été jouissif de voir sa tête posée au milieu de cette halle de gym dans laquelle nous étions réunis, avec sa question de merde et sa petite remarque qu'elle m'avait envoyée en pensant que c'était logique puisque j'étais dans ce fameux âge de procréation possible. Ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a eu l'étape du mariage. Alors là aussi, il y a eu une foule d'anecdotes parce que j'ai eu, moi, des partenaires successifs tout au long de ma vie à peu près. Et donc forcément que j'ai passé par les moments ou par les âges où on attendait de moi que je paye un peu mon dû à la société, peut-être en faisant des enfants, mais surtout en acceptant de me faire passer la bague au doigt. Et je me souviens aussi d'une époque où je suis allée vivre pour la première fois avec un de mes partenaires. Et on avait pris une petite maison qui était une maison qui appartenait avant à ma grand-maman et que j'étais très contente de pouvoir intégrer parce que j'aimais bien cette maison et surtout j'aimais bien l'endroit où elle se situait parce qu'elle était un peu en dehors de la civilisation, elle était un petit peu sur une colline et ça me plaisait beaucoup. Et dans le jardin de ma grand-mère, à l'époque où elle y habitait, il y avait un mât et sur ce mât, on mettait un drapeau suisse. Et donc quand on est arrivé dans cette maison, il était évident qu'on n'aurait jamais de drapeau suisse qui flotterait devant notre jardin, ça c'était clair et net. Mais ce que j'ai proposé à mon partenaire de l'époque, c'était de planter un drapeau arc-en-ciel pour symboliser la communauté LGBT qui ne s'appelait pas encore communauté LGBTIQ+, parce que bien sûr que depuis, ça s'est développé. Et je me souviens de mon ami qui m'avait dit « Non mais Florence, si on fait ça, mais c'est le scandale assuré. Tout le village va le savoir, tout le village va nous regarder de travers. » Et moi, en fait, je ne rêvais que de ça, qu'on me regarde de travers. Je ne rêvais que de ça, que je ne sois pas dans le moule. Parce qu'il était clair qu'en revenant habiter dans ce village, qui en plus était le village dans lequel j'étais née,
j'allais payer ce fameux tribut à la société, j'allais me marier, j'allais rentrer dans le rang enfin et faire ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire me la fermer pour toujours, faire des gamins et m'occuper de ma vie dans ma merveilleuse cuisine qui était évidemment achalandée pour le faire. Bon, ben évidemment, rien ne s'est passé de cette façon-là. Nous n'avons jamais eu de drapeau arc-en-ciel dans le jardin parce que je crois que mon ami a été quand même un peu sage sur la question. Et moi, je n'ai jamais accepté que personne ne me passe la bague au doigt. Il n'en a jamais été question parce que j'ai rencontré des hommes très indépendants qui, eux aussi, avaient des questions par rapport à ça et qui, eux non plus, n'avaient pas particulièrement envie d'enfants. Si je me retourne sur mon parcours, je vois qu'en fait, aucun des hommes avec qui j'ai eu des histoires d'amour importantes n'a eu d'enfant par la suite. Donc même si nos histoires se sont arrêtées, et même si au moment où nous étions ensemble, nous nous sommes dit que nous n'avions pas envie d'avoir des enfants, eh ben ça ne s'est pas donné par la suite. Si, je me souviens d'un amoureux beaucoup plus ancien qui lui a fait des enfants après m'avoir quitté, mais on était tellement jeunes que ça compte pas vraiment. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que toutes ces injonctions de la société au cours de ma vie, en tout cas ces grandes périodes d'injonctions qui sont liées au fait de faire couple ou qui sont liées au fait de faire famille, m'ont totalement échappé. Moi, j'ai jamais subi la moindre pression à ce sujet. C'est peut-être pour ça qu'arrivé à l'âge de 48, 49 ans à peu près, tout à coup j'ai réalisé qu'il y avait un discours qui se développait autour de l'âge. Et que ce discours, jusqu'à ce que je dépasse la quarantaine, j'en avais pas vraiment conscience, parce qu'il ne m'atteignait pas non plus. Je ne le voyais même pas, d'ailleurs je me foutais royalement de l'âge que je pouvais avoir. Et le jour où j'ai eu ces fameux 50 ans, ce stigmate épouvantable que je vis plus mal que n'importe qui autour de moi, eh ben, je suis tout à coup entrée dans une réalité à laquelle je n'étais pas préparée. Et c'est certainement pour ça que je les ai entendues, toutes ces injonctions à ce moment-là. Précédemment, je n'avais jamais entendu quoi que ce soit à ce sujet, puisque j'étais totalement imperméable à toutes ces remarques. Moi-même, j'étais totalement claire. Mais sur l'âge, je peux rien faire. C'est pas une histoire de choix. C'est pas une histoire de choix de vie où je prends un chemin ou j'en prends un autre. C'est une histoire de trajectoire de vie logique. On passe par des âges et on avance dans notre vie de manière très évidente. Et je pouvais donc pas échapper à ce discours sur l'âge. Je pouvais pas faire le choix de ne pas avoir mes 50 ans. C'était impossible. Alors bien sûr, j'ai enlevé ma date de naissance des réseaux sociaux pour que personne ne me souhaite mon anniversaire cette année-là. C'était il n'y a pas très longtemps, j'ai pas non plus 75 ans, je vous rassure quand même un peu. Non, c'est très difficile pour moi cette histoire d'âge. Et si je vous en parle, c'est aussi parce qu'il y a plein de demandes qui m'ont été faites par vous, les filles d'Olympe qui m'écoutez. Vous êtes venues régulièrement avec des demandes autour de cette question de l'âge. Et c'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que je vous en parle de cette façon-là. Parce que je crois qu'à ce stade, je ne suis pas capable de tenir une analyse sur ce sujet. Je suis capable de vous parler de ma propre expérience, je suis capable de vous parler de ma détestation profonde de tous ces programmes qui existent partout, un peu partout, pour accompagner la ménopause, comme si nous venions d'avoir une sorte d'attaque nucléaire à l'intérieur de nous, puis qu'il fallait absolument s'occuper de nous faire du yoga à toute biture pour que nous puissions vivre nos vieilles années de manière totalement équilibrée. J'ai un mal de chien à entendre ces discours-là, même si je suis aussi très consciente qu'il y a un enjeu de genre majeur autour des hormones, autour du facteur hormonal dans notre santé mentale, et que ce facteur hormonal dans notre santé mentale a été très peu étudié jusqu'à aujourd'hui. C'est probablement aussi parce que je passe par des phases de ce genre que je suis aujourd'hui plus consciente de ce trouble pour lequel je suis visiblement concernée, qui tout à coup apparaît de manière plus forte dans ma vie. Probablement que je suis concernée aussi par ça. En fait, j'ai aucun problème avec le fait que la médecine ou la recherche scientifique fassent leur job. Aucun problème avec ça. J'en ai avec les discours qui se développent autour de ces facteurs-là, autour de la question de l'âge, autour de comment on parque les femmes dans des rôles qui ne me ressemblent absolument pas et qui n'ont rien à voir avec la manière dont moi je me suis projetée dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je dis moi, mais je sais que je ne suis pas la seule, mes chers, parce que je vous entends, je vous écoute, je vous ai lu pour celles qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé de faire un épisode sur ce sujet-là, et je sais combien cette question-là nous sort par les oreilles et que nous sommes nombreuses à ne plus du tout supporter ces discours totalement stigmatisants, souvent pathologisants, très paternalistes autour de cette question de l'âge. Peut-être une seule chose à dire pour clore cet épisode, parce que je vous en ai raconté assez, je crois, et je ne vais pas mener une analyse très intelligente.
Vous savez quoi ? Tous les gens qui pensent nous faire du bien, toutes ces femmes qui pensent que la solution c'est de créer des programmes pour aider à passer la ménopause et d'aider les femmes à dépasser ce moment d'attaque nucléaire personnelle, foutez-nous la paix. Merci. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez rejoindre la tribu des filles d'Olympe. Si vous vous reconnaissez dans mes contradictions, vous pouvez vous abonner à la lettre du dimanche. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de bon âge. Il y a seulement celui où on décide d'arrêter, de nous excuser d'être nous-mêmes. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Puis je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine bulle.